18 décembre 1944. Dans un trou de renard gelé près de Bastonia, le caporal Eddie Voss serra son casque contre ses oreilles engourdies. À travers le grésillement statique, il entendit quelque chose qui lui glaça le sang, un commandant de panzer allemand donnant des coordonnées. Pas à ses propres chars, mais vers des positions américaines. La main d'Eddie hésita au-dessus du bouton d'émission. On lui avait ordonné de ne jamais diffuser sur les fréquences ennemies une infraction passible de cour martiale, mais 300 hommes dormaient à 2 miles à l'ouest, justement là où ses chars se dirigeaient. Eddie ferma les yeux, ouvrit la bouche et parla un allemand parfait dans le vide. C'est l'histoire de la façon dont un opérateur radio sauva un bataillon, en enfreignant toutes les règles, et pourquoi l'armée chercha à enterrer ce qui arriva ensuite. Avant d'aller plus loin, si vous aimez les récits inconnus d'ingéniosité défendus en temps de guerre, abonnez-vous, vous ne trouverez pas ces histoires ailleurs. Eddie Voss n'était pas censé écouter. Le Signal Corps de l'armée américaine avait des protocoles stricts pour la surveillance radio. Les opérateurs étaient affectés à des fréquences alliées précises. Ils relayaient les messages dans la chaîne de commandement. Ils entretenaient le matériel. Ce qu'ils ne faisaient pas, c'était syntoniser des transmissions ennemies sans l'autorisation des officiers du renseignement. Les raisons étaient pratiques. D'abord, cela faisait perdre du temps et des ressources à suivre des bavardages que des interrogateurs entraînés devaient en traiter. Ensuite, cela exposait les opérateurs à de la désinformation. Et troisièmement, et surtout, cela pouvait conduire à des réponses non autorisées compromettant la sécurité opérationnelle. Mais Eddie n'avait jamais été bon pour suivre des règles qu'il ne comprenait pas. Il avait grandi à Milwaukee, fils d'immigrants allemands venus d'Europe en 1923. Ses parents parlaient allemand à la maison jusqu'à ce que Pearl Harbor rende cela dangereux. Eddie avait appris la langue auprès de sa grand-mère, absorbant non seulement le vocabulaire, mais les idiomes, les dialectes régionaux, le rythme particulier de l'allemand prussien par rapport au bavarois. Au moment où il s'engagea en 1943, il savait imiter les accents d'Hambourg à Munich. L'armée testa son allemand. Pendant l'entraînement de base, ils le jugèrent fluent et l'affectèrent au renseignement des transmissions. Mais au lieu de l'envoyer à un poste tranquille à Londres pour traduire les interceptions, une erreur bureaucratique le plaça auprès de la 101e aéroportée comme opérateur radio de terrain. Il réparait le matériel. Il relayait des coordonnées. Il passa la plupart de son temps froid mouillé et ennuyé jusqu'à la percée. Quand Hitler lança sa désespérée offensive hivernale, le 16 décembre, les lignes américaines se brisèrent. Des divisions entières furent encerclées. Les réseaux de communication s'effondrèrent. Dans ce chaos, Eddie se retrouva dans un trou de renard, à l'extérieur de Bastonia, avec une radio SCR 300, en état de marche, une paire d'écouteurs de haute qualité, récupérés sur un half-track allemand détruit, et rien d'autre que du temps. Alors, il se mit à écouter. Au début, ce n'était que de la curiosité. Il faisait tourner le cadran à travers le spectre captant des fragments de bavardages allemands, des équipages de chars signalant leur position de l'infanterie, demandant des munitions des observateurs d'artillerie, corrigeant le tir. Rien d'exploitable, rien sur lequel il put agir. Juste des voix dans l'obscurité, des hommes parlant la langue de sa grand-mère, tout en essayant de tuer ses camarades. Mais Eddie avait un don. Pas seulement pour les langues, bien que cela aide. Il avait le don des motifs. Avant la guerre, il avait travaillé pour la Milwaukee Electric Railway and Light Company comme dépanneur. Quand des systèmes électriques tombaient en panne, Eddie n'écoutait pas ce que disaient les gens être en panne, mais le bourdonnement de l'appareil lui-même. Les transformateurs avaient des rythmes. Les disjoncteurs avaient des caractères. Il pouvait entendre les problèmes avant qu'ils ne deviennent catastrophiques. Maintenant assis dans la boue belge gelée, avec des voix allemandes qui crépitaient dans son casque, Eddie recommença à percevoir des motifs. Il y avait un commandant de Panzer qui disait toujours «
moment mal, avant de donner des coordonnées. Un observateur d'artillerie qui prononçait « foyer » avec un léger ésaillement. Un officier logistique qui terminait chaque transmission par « and » d'un ton ennuyé. Eddie prit des notes. Il esquissa des cartes grossières basées sur les désignations d'unités qu'il entendait. Il consigna les heures d'émission, les fréquences, les indicatifs d'appel. En 3 jours, il pouvait reconnaître des opérateurs allemands individuels à la voix seulement. Il savait quel bataillon de Panzer opérait au nord-est de Bastonia. Il savait que leur situation en carburant était critique. Il savait que leur commandant était prudent, méthodique et terrifié par les champs de mines. La 4e nuit, le 18 décembre, Eddie entendit quelque chose qui le fit se redresser. Le commandant de Panzer prudent, celui à la voix rauque de fumeur, recevait de nouveaux ordres. Le crayon d'Eddie s'envola sur son carnet tandis qu'il transcrivait. Les mots étaient banals, tactiques professionnelles, mais leur sens était apocalyptique. La colonne allemande était redirigée. Nouvelle cible, un dépôt de carburant à 2 miles à l'ouest. Le même dépôt actuellement entouré par de l'infanterie américaine qui n'avait aucune idée qu'elle allait être écrasée par 40 chars. Les mains d'Eddie tremblaient en regardant ses notes. Il devait prévenir quelqu'un. Il saisit son émetteur pour appeler le quartier général, puis s'arrêta. Ses ordres étaient explicites. Ne surveillez que les fréquences alliées. Faites remonter les informations par les canaux appropriés. N'entrez en aucune circonstance en contact avec, ou ne répondez aux communications ennemies. Mais les canaux appropriés prenaient du temps des vérifications des chaînes d'approbation. Au moment où son avertissement remonterait jusqu'à quelqu'un capable d'agir, les chars allemands auraient déjà broyé les trous de renard américains. Eddie fixa l'émetteur radio allemand capturé, posé dans un coin de son trou de renard. Il était là depuis 2 jours, arraché d'un half-track KFZ 251 détruit. Il l'avait conservé en se disant que le service du renseignement en aurait peut-être besoin. Mais le renseignement se trouvait à des kilomètres de là et les Panzers avancèrent maintenant. Eddie prit une décision qui allait tout changer. Il saisit la radio allemande et commença à ajuster les fréquences, car parfois la seule façon de sauver des vies est de devenir l'ennemi. Eddie avait écouté le commandant de Panzer sans interruption pendant 72 heures, et en ce temps-là, cet homme lui était devenu plus réel que la plupart des membres de sa propre escouade. Il connaissait les rythmes du commandant. La légère pause avant d'annoncer des coordonnées comme s'il vérifiait une carte. La façon dont il disait « Jawohl » avec une inflexion descendante lorsqu'il approuvait des ordres qu'il désapprouvait intérieurement. Le soupir, à peine audible, lorsque ses supérieurs exigeaient des délais impossibles. L'indicatif du commandant était Eisenfaust Vier Point de Fer 4, mais Eddie avait commencé à le surnommer Klaus. Rien ne prouvait que ce soit son vrai nom, mais cela sonnait juste. Klaus semblait fatigué. Klaus semblait compétent. Klaus ressemblait à un homme qui se battait depuis trop longtemps, qui voulait simplement rentrer chez lui, mais qui accomplirait néanmoins son devoir, parce que c'est ce que font les hommes comme lui. Comprendre Klaus n'était pas une simple curiosité intellectuelle. Eddie avait saisi quelque chose de crucial sur la discipline radio-allemande, ou plutôt sur son absence. La doctrine de communication de la Wehrmacht était rigide, hiérarchique et terriblement efficace en temps normal. Mais ces circonstances n'avaient rien de normal. La bataille des Ardennes avait poussé la logistique allemande à son point de rupture. Les opérateurs radio étaient épuisés. Le matériel tombait en panne. Et dans leur désespoir à maintenir la coordination, les Allemands avaient commencé à négliger les règles. Ils authentifiaient rarement les transmissions avec les séquences de code correctes, il n'y avait plus le temps.
À la place, ils se fiaient à la reconnaissance des voix de leurs officiers, au rythme familier des ordres formulés selon un format qu'ils avaient entendu 1000 fois. C'était plus rapide, plus pratique, et c'était une vulnérabilité catastrophique si quelqu'un comme Eddie écoutait. Eddie avait rempli tout un carnet d'observations. Il avait établi la grille des horaires de transmission. Les Allemands suivaient des schémas prévisibles. Klaus recevait généralement ses ordres entre 2h00 et 3h00 du matin. Son opérateur radio produisait un clic distinctif lorsqu'il activait l'émetteur probablement dû à une pièce usée dans l'interrupteur principal. L'officier qui transmettait les ordres à Klaus commençait toujours par la même phrase « Eisenfaust Vieillère, Panzergruppe Kommando ». Plus important encore, Eddie avait identifié des motifs émotionnels. Klaus était confiant lorsqu'il discutait de positions défensives. Il devenait hésitant lorsque les ordres exigeaient des manœuvres offensives dans des terrains incertains. Et il était absolument paranoïaque à propos des mines. Chaque fois qu'un ordre envoyait sa colonne à travers un territoire inconnu, Klaus demandait une vérification. Ist Route geprüft. La route est-elle vérifiée? Il posait la question 2, parfois 3 fois. Cette peur faisait sens. Eddie avait entendu assez de bavardage radio pour savoir que Klaus avait perdu 2 chars à cause de champs de mines américains la semaine précédente. De bons chars des équipages expérimentés anéantis en quelques secondes, parce qu'un officier du renseignement avait mal lu une carte ou ignoré un rapport de reconnaissance. Klaus ne laisserait plus jamais cela arriver s'il pouvait l'éviter. Mais Eddie remarqua autre chose plus subtile. Quand Klaus recevait des ordres d'officiers qu'il connaissait et en qui il avait confiance, ses réponses étaient nettes et immédiates. Mais quand les ordres venaient d'indicatifs inconnus ou semblaient tactiquement douteux, il marquait une pause, demandait une confirmation. Klaus était professionnel, mais pas aveuglément obéissant. Il questionnait les choses prudemment, avec respect, mais il questionnait. Cela aurait dû rendre le plan d'Eddie impossible. Comment tromper un homme qui doutait même de ses supérieurs? Mais Eddie comprenait quelque chose que beaucoup ignoraient sur la psychologie humaine. Les personnes méfiantes ne se méfient pas de tout avec la même intensité. Elles se méfient des anomalies, de ce qui ne rentre pas dans le schéma. Mais si l'on reproduit parfaitement le schéma, si l'on sonne exactement comme ce qu'elles s'attendent à entendre, la suspicion ne s'active pas. Le cerveau accepte simplement le familier et passe à autre chose. Eddie avait tourné ce scénario dans sa tête depuis des jours, et s'il pouvait transmettre des ordres qui sonnaient exactement comme ceux que Klaus attendait, si l'indicatif était correct, le format parfait, l'accent impeccable, et si les ordres eux-mêmes étaient tactiquement plausibles, simplement orientés ailleurs, Klaus ne remettrait pas en question des schémas familiers livrés de la manière attendue. Il obéirait tout simplement. Le poids moral de ce qu'Eddie envisageait s'alourdissait à chaque heure. Il ne violerait pas seulement les règlements de l'armée. Il mènerait une guerre psychologique sans autorisation, risquant de compromettre des opérations de renseignement et de provoquer des conséquences catastrophiques s'il échouait. Si les Allemands détectaient la supercherie et triangulaient sa position, il ferait n'en pleuvoir l'artillerie sur son trou de renard jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un cratère fumant. Mais plus encore, Eddie se préparait à tromper un homme qu'il avait appris à comprendre, peut-être même à respecter. Klaus était l'ennemi. Les chars de Klaus tueraient dans des Américains s'ils en avaient l'occasion. Mais Klaus était aussi un être humain, un soldat professionnel, qui faisait son travail, et Eddie s'apprêtait à exploiter sa peur des mines pour l'envoyer à la mort. Eddie fixa ses notes, tandis que la neige recommençait à tomber dehors, recouvrant lentement le silence glacé de son trou de renard. Le calcul moral était simple et horrible.
Klaus et ses chars contre 300 fantassins américains qui ignoraient qu'ils allaient être anéantis. Il n'y avait pas de bon choix, seulement celui qui sauverait le plus de vies du côté d'Eddie. Le soir du 18 décembre, le débat éthique d'Eddie devint sans objet, son commandement prit la décision à sa place. Le capitaine Morrison apparut au bord de son trou de renard, accompagné de 2 policiers militaires et d'une expression aussi dure que le granit. Quelqu'un avait remarqué la surveillance non autorisée d'Eddie. Quelqu'un l'avait signalé dans la chaîne hiérarchique. Et maintenant, tout allait s'effondrer. Morrison ne perdit pas de temps avec les formalités. Il se tint au bord du trou des flocons de neige s'accumulant sur ses épaules et tendit la main. « Donnez-moi le casque caporal. » L'estomac d'Eddie se serra. Il retira lentement ses écouteurs, les voix allemandes grésillant encore faiblement dans les haut-parleurs. « Mon capitaine, je peux expliquer. Vous écoutez les fréquences ennemies sans autorisation depuis 4 jours. » La voix de Morrison était plate, contrôlez ce genre de contrôle glacé qui précède les explosions. Vous avez rempli des carnets entiers de renseignements pour lesquels vous n'aviez aucune autorisation et vous utilisez un poste radio ennemi capturé sans en avoir fait rapport au commandement. L'un des policiers militaires descendit dans le trou de renard et commença à débrancher le matériel d'Eddie. Le SCR-300 d'abord, puis les écouteurs allemands, puis le précieux carnet rempli de 4 jours d'observation. Eddie regarda son travail disparaître dans un sac d'équipement comme s'il voyait quelqu'un démonter sa vie. « Mon capitaine, vous ne comprenez pas, il y a une colonne de Panzer? »« Je comprends parfaitement, caporal, » coupa Morrison. « Vous êtes un opérateur radio, pas un analyste du renseignement. Nous avons du personnel formé pour interpréter les signaux. Ce que vous faites est dangereux, non autorisé et compromet potentiellement la sécurité opérationnelle. » L'esprit d'Eddie s'emballa. Il devait le convaincre. Il y a un commandant allemand indicatif, Eisenfaust Vier. Il reçoit des ordres ce soir. Il se dirige vers le dépôt de carburant à l'ouest d'ici. 300 hommes y dorment sans savoir. Assez. La mâchoire de Morrison se crispa. Savez-vous combien de faux rapports le renseignement reçoit chaque jour de soldats bien intentionnés qui croient avoir percé le code allemand? Chaque troufion qui parle un peu allemand pense qu'il va gagner la guerre depuis son trou de renard. Ce n'est pas faux, mon capitaine. Je le surveille depuis... Vous écoutez des bavardages radio que vous n'êtes pas qualifié pour interpréter correctement. Morrison fit signe au MP qui ramassait maintenant la radio allemande capturée. Pour autant que vous le sachiez, vous écoutez peut-être une opération de désinformation. Les Allemands savent que nous surveillons leurs fréquences. Ils nous nourrissent constamment de fausses informations. Eddie sentit quelque chose se briser en lui. Pas de la colère, quelque chose de plus froid. La certitude que Morrison n'allait pas écouter, n'allait rien vérifier, n'allait rien faire d'autre que suivre le protocole. « Mon capitaine, je vous en prie, vérifiez simplement les renseignements. Envoyez un messager au dépôt, dites-leur de se préparer à un contact. C'est tout ce que je demande. » Morrison étudia Eddie un long moment. Quand il parla, sa voix fut presque douce. Voss, vous êtes un bon opérateur radio. Vous avez maintenu nos communications dans des conditions impossibles. Mais vous avez franchi une ligne. Vous allez cesser immédiatement toute écoute des fréquences ennemies. Vous ne parlerez à personne de votre collecte de renseignements non autorisés, et si j'apprends que vous avez touché à du matériel ennemi à nouveau, je vous ferai passer en cour martiale. Est-ce clair? Oui, mon capitaine. Les mots eurent un goût de cendre. Bien, reposez-vous. Vous avez une sale tête. Morrison tourna les talons et grimpa hors du trou de renard, suivi des 2 impés portant l'équipement confisqué. Eddie resta assis dans le silence, soudain accablé par le poids de l'impuissance. La radio allemande avait disparu. Ses notes aussi. Sa capacité à écouter les transmissions de Klaus était perdue.
et quelque part dans l'obscurité, 40 chars allemands se préparaient à écraser 300 Américains endormis. Il essaya de se convaincre que Morrison ferait remonter l'information, que le renseignement vérifierait la menace, que le système fonctionnerait comme il était censé le faire. Mais Eddie servait depuis assez longtemps pour savoir que non. Morrison rédigerait un rapport. Ce rapport s'ajouterait à une pile d'autres. Le renseignement hiérarchiserait les menaces selon la fiabilité des sources et l'avertissement d'un caporal non autorisé figurerait tout en bas de la liste. La neige tombait plus fort, étouffant les sons, transformant le monde en un tableau monochrome. Eddie resserra son manteau et essaya de réfléchir. Il devait bien exister un moyen. Un canal approprié qu'il n'avait pas envisagé. Un officier qui accepterait d'écouter. Puis il les entendit. Des voix américaines venant d'une tranchée de ravitaillement à une trentaine de mètres. 2 officiers qui parlaient en passant. Eddie ne les voyait pas à travers la neige, mais le son portait dans l'air froid. On a rappelé tous les hommes disponibles pour la ligne de défense. Le dépôt de carburant est pratiquement vide maintenant. Intelligent. Si les Allemands percent mieux, vaut avoir les hommes que le diesel, en supposant qu'ils savent où il est. Ce secteur est calme depuis 2 jours. Les voix s'éloignèrent. Eddie resta immobile, traitant ce qu'il venait d'entendre. Le dépôt de carburant n'était pas seulement sans défense, il avait été délibérément vidé de son personnel. Le commandement avait parié que les Allemands ignoraient son emplacement. Ils avaient misé la vie de 300 hommes sur l'ignorance de l'ennemi. Mais Klaus lui savait. Eddie avait entendu lui-même les coordonnées et dans environ 4 heures, Klaus recevrait ses ordres définitifs et 40 Panzers tourneraient vers l'ouest en direction d'hommes qui avaient été délibérément exposés. Eddie regarda le coin de son trou de renard où la radio allemande capturée avait reposé. Elle n'était plus là confisquée, enfermée quelque part, mais pas détruite. Un matériel de ce type serait envoyé au service du renseignement pour analyse, ce qui signifiait qu'il se trouvait encore quelque part sur la base. Eddie n'avait jamais rien volé de sa vie. Il n'avait jamais désobéi directement à un ordre. Il était le fils d'immigrés qui lui avait appris à respecter les règles, à travailler dur, à baisser la tête. Mais assis dans ce trou de renard gelé, sachant ce qu'il savait, Eddie réalisa que toute sa vie l'avait préparé à ce moment. Le moment où suivre les règles signifiait regarder des gens mourir. Il attendit jusqu'à environ 01h30, jusqu'au changement de ronde des gardes, jusqu'à ce que l'épuisement et le froid émoussent l'attention d'hommes qui se battaient depuis des semaines. Puis Eddie sortit de son trou de renard et disparut dans la neige. Le dépôt de ravitaillement était un assemblage de tentes en toile et de caisses en bois disposées selon ce que des planificateurs optimistes appelaient une organisation. Eddie se déplaça entre les ombres, sa respiration formant de petites nuées qui se dissipèrent dans la neige qui tombait. Il avait passé 3 mois sur cette base. Il savait quel chemin empruntaient les sentinelles. Il savait quelles tentes contenaient des munitions et lesquelles abritaient du matériel en attente d'examen par le renseignement. La radio allemande capturée se trouverait dans la tente du contre-espionnage, un lieu de stockage glorifié, où le matériel ennemi saisi attendait qu'une personne habilitée vienne l'examiner. La tente était gardée, mais pas lourdement. Qui volerait une radio cassée en plein milieu d'une guerre? Eddie se cacha derrière une caisse de ravitaillement et observa le garde. Un gamin probablement 19 ans qui tapotait des pieds pour se réchauffer. Toutes les quelques minutes, il faisait 10 pas dans la direction opposée pour maintenir la circulation sanguine. 10 pas loin de l'entrée de la tente. 10 pas d'opportunité. Eddie attendit le tour, puis bougea. Il se glissa sous le rabat de la tente
et se retrouva dans un chaos organisé, sacs jumelles, casques, cartes, tous étiquetés et inventoriés. Et dans un coin, sa radio allemande posée dans une caisse marquée pour transport vers Londres. Il la saisit et ressortit en 15 secondes. De retour dans son trou de renard, les mains d'Eddie tremblaient alors qu'il vérifiait la radio encore fonctionnelle. Les Allemands faisaient du matériel qui durait. Il déplia soigneusement l'antenne, vérifiant les dommages. Aucun. Le niveau de la batterie était faible, mais suffisant. Il avait peut-être 2 heures de transmission avant que la puissance ne s'épuise complètement. Eddie sortit un morceau de papier et commença à écrire. Pas le texte de la transmission elle-même, il ne pouvait pas apprendre un script. Si on l'entendait réciter, Klaus le saurait instantanément. À la place, Eddie inscrivit des guides phonétiques, des rappels sur la façon dont les officiers du commandement de la Panzergruppe structuraient leurs ordres, le rythme, la formulation militaire formelle, la terminologie spécifique. Eisenfaust, Vierici. Panzergruppe Commando. Il murmura ces phrases à plusieurs reprises, ajustant son accent. Trop tranchant, et il sonnerait bavarois. Trop doux, et il paraîtrait autrichien. La structure de commandement de Klaus était prussienne du nord de l'Allemagne. L'accent devait être berlinois, peut-être hambourgeois, des consonnes coupées, des voyelles précises. Il s'entraîna au phrasé du commandant. Les officiers de la Panzergruppe étaient pour la plupart d'anciens membres de l'aristocratie. Ils parlaient avec l'assurance d'hommes habitués à l'obéissance. Pas fort, le volume n'était pas l'autorité, mais avec une certitude absolue. Chaque mot était livré comme un fait indiscutable. Eddie enregistra ses essais dans sa tête à l'écoute des failles. Il était proche, mais pas parfait. Le problème était évident. Il avait appris l'allemand auprès de sa grand-mère de commerçant d'immigrés de la classe ouvrière. Il n'avait jamais appris le dialecte militaire aristocratique. Il essayait d'imiter une classe sociale à laquelle il n'avait jamais appartenu. Mais il avait passé 4 jours à écouter les vrais commandants de Klaus. Il pouvait entendre leur voix en mémoire, la manière particulière dont ils prononçaient certains termes, la légère emphase sur la 2e syllabe de certains mots. Eddie ferma les yeux et laissa ses voix l'imbiber jusqu'à ce que la sienne commence à correspondre. L'aspect technique était plus simple. Eddie devait connaître la fréquence exacte que Klaus surveillerait. Cette information figurait dans son carnet confisqué, mais il avait mémorisé les fréquences clés des jours auparavant. 43 Ilan 4. MHz, le canal standard du commandement de la Panzergruppe. La question la plus difficile était le timing. Trop tôt, et Klaus pourrait recevoir des ordres contradictoires de son vrai commandement. Trop tard, et les Panzers seraient déjà en mouvement vers le dépôt de carburant. Eddie devait transmettre pendant la fenêtre étroite où Klaus attendait des ordres, mais avant l'arrivée des ordres réels. D'après 4 jours d'observation, cette fenêtre s'ouvrait à 02h17. Les ordres réels de Klaus arrivaient habituellement entre 02h30 et 02h45. Eddie disposerait d'environ 15 minutes pour émettre de faux ordres, obtenir l'acquiescement de Klaus et quitter l'air avant le retour du vrai commandement de la Panzergruppe, 15 minutes pour sauver 300 vies ou détruire la sienne. Eddie consulta sa montre 02h03. 14 minutes avant qu'il ne commette la plus grave violation du droit militaire, à part la désertion, usurper le commandement ennemi, diffuser sur des fréquences ennemies, sans autorisation, mener des opérations psychologiques non autorisées. S'il se faisait prendre, Eddie risquait la cour martiale, l'emprisonnement peut-être même, l'exécution selon la façon dont le tribunal interpréterait son acte. Mais s'il réussissait, 300 hommes se réveilleraient vivants. Le lendemain, et 40 chars allemands fonceraient droit dans des champs de mines américains sur l'ordre d'une voie qui n'existait pas. Eddie ajusta le cadran de fréquence avec des doigts engourdis.
La radio crépita et prit vie des voix allemandes perçant le grésillement. Quelque part dans ce chaos électronique, Klaus écoutait attendant des ordres qu'il n'imaginait pas provenir d'un trou de renard situé à 2 miles. Eddie remonta son manteau et commença sa préparation finale. Il chuchota des commandements en allemand dans l'obscurité, sentant les mots former sa bouche, sa gorge, son accent. Il s'imagina en commandant aristocrate, prussien las mais professionnel, délivrant des ordres qui ne seraient bien jamais remis en question, parce qu'ils sonnaient exactement comme tous ceux que Klaus avait reçus. À 02h16, Eddie saisit le microphone. Sa main était désormais ferme. La peur s'était consumée, remplacée par une concentration froide. Il allait parler, et le monde allait changer. Il actionna l'émetteur et attendit que la lampe rouge s'allume. Quand elle scintilla, Eddie ouvrit la bouche et devint quelqu'un d'autre. Eisenfaust vieillère, Panzergruppe Kommando. La voix d'Eddie trancha le souffle statique comme une lame. Il avait abaissé légèrement sa tessiture naturelle, ajoutant l'autorité grave d'un homme qui aurait passé 20 ans à commander des chars. Les mots allemands lui parurent étranges dans la bouche, non parce qu'il ne maîtrisait pas la langue, mais parce qu'il l'armait comme un instrument. Silence. 5 secondes d'un souffle atmosphérique. Le cœur d'Eddie battait à tout rompre. Peut-être que Klaus n'écoutait pas encore. Peut-être que la fréquence était fausse. Peut-être que le Panzergruppe Kommando parlait sur une autre onde. Puis la voix de Klaus Rauch de fumeur parvint. Panzergruppen Kommando, Ihr Iron Fist 4, bereit zum Empfang. Eddie faillit lâcher le micro de soulagement. Il se força à marquer une pause. Les vrais commandants ne se pressaient pas. Il parlait avec la certitude d'homme dont les paroles seraient obéies sans discussion. Il compta 3 secondes, puis réenclencha l'émetteur. Eisenfaust Wiener Befehl. Ihre derzeitige Angriffsroute wird geändert. Une nouvelle pause. Eddie sentit la respiration de Klaus à l'autre bout. Ce détail lui glaça l'échine. Il avait écouté cet homme si longtemps que, séparé par des kilomètres de forêt gelée et la mince membrane des ondes radio, il pouvait désormais percevoir sa confusion. Klaus interrogea pas pour refuser, mais pour clarifier, il demandait la raison du changement. C'était le moment charnière, le point d'inflexion où la prestation d'Eddie allait convaincre ou le condamner. Il devait donner à Klaus une raison tactiquement plausible, conforme à la doctrine opérationnelle allemande, et plus important encore, déclenchant la peur la plus profonde de Klaus. Les reconnaissances aériennes ont identifié des champs de mines sur votre route d'attaque d'origine. Les ingénieurs américains ont renforcé les positions défensives au cours des dernières 12 heures. Eddie retint son souffle. Mine, le mot qui faisait toujours hésiter Klaus. Le traumatisme d'avoir vu des équipages réduits en cendres par des explosifs enfouis. Eddie exploitait ce traumatisme, le manipulait utilisant la peur d'un homme pour le conduire à la mort. La pause dura 7 secondes. Eddie compta chaque instant. Il s'imagina Klaus dans son char de commandement, consultait ses cartes pesant l'information face aux ordres reçus. Les gens suspicieux ne se méfient pas de tout de la même façon, ils se méfient des anomalies. Mais ceci n'était pas une anomalie. C'était exactement le genre d'ajustement tactique de dernière minute courant dans un combat fluide. Neurodbit. La main d'Eddie trembla en cherchant sa carte de fortune. Il avait mémorisé les coordonnées des champs de mines américains au nord-est de leur position, de véritables champs posés par de vrais ingénieurs. Il allait diriger Klaus droit dedans. Sauf que Klaus croirait qu'on le faisait contourner des défenses américaines, pas lui tendre un piège. Kursänderung auf 035. Referenzpunkt Hartmann 7. Neutrales Ziel, leichte feindliche Nachschubkolonne. Nach Einnahmestellung halten und weitere Befehle abwarten. Eddie égrena une série de références de quadrillage, chacune choisie avec soin,
chacune conduisant la colonne de Klaus exactement où il le fallait, pas vers le dépôt de carburant, pas vers 300 Américains endormis, mais vers un terrain que personne n'engageait parce que tous savaient qu'il était mortel. Les coordonnées confirmées, le nouveau objectif convenu. Eddie ne pouvait pas simplement rediriger Klaus sans lui donner une cible, cela aurait paru suspect. La cible devait être suffisamment valable pour justifier le changement de route, mais pas si critique que Klaus demanderait un soutien supplémentaire. Une colonne de ravitaillement américaine, faiblement défendue, un objectif plausible et modeste. La beauté du mensonge résidait dans sa modestie. Eddie ne promettait pas à Klaus une victoire décisive, simplement un objectif tactique mineur, crédible qui n'éveillerait pas l'instinct de Klaus de se méfier d'un piège. Eisenfaust wir verstanden. Iron Fist 4 fürth aus. Geschätzte Ankunft 0530 Ende. Eddie relâcha le bouton d'émission et resta dans un silence absolu. Tout son corps tremblait désormais, l'adrénaline le traversant par vagues. Il l'avait fait. Klaus avait accepté les ordres sans grande contestation. Dans environ 3h40 chars allemands allaient rouler dans des champs de mines américains en croyant manœuvrer pour prendre en tenaille un prétendu embuscade. Eddie ne se sentit pourtant pas victorieux. Il se sentit creux. Il venait de condamner des hommes à mort. Klaus mourait. Ses équipages mouraient. Ils mouraient en croyant exécuter des ordres légitimes, sans jamais savoir qu'on les avait dupés par la voix d'un caporal américain dans un trou de renard gelé. Eddie enfouit rapidement la radio allemande sous de la terre meuble et du matériel, la camouflant contre une découverte fortuite. Si quelqu'un découvrait ce qu'il avait fait dans les heures qui suivraient, sa vie serait finie. Mais, plus immédiatement, le véritable commandement de la Panzergruppe tenterait de contacter Klaus vers 02h30. Quand il le ferait, Klaus ne répondrait pas parce qu'il avait déjà reçu ses ordres. Il supposerait un problème radio. Il réessayerait. Finalement, il se rendrait compte que quelque chose clochait. Eddie fixa sa montre, 02h24. Dans 6 minutes, les vrais commandants allemands commenceraient à émettre. Dans 3 heures, les champs de mines exploseraient. Et quelque part, entre maintenant et l'aube, 300 soldats américains se réveilleraient vivants, sans jamais savoir qu'ils avaient été sauvés par une voix dans le grésillement. À 05h32, le 19 décembre plan 44, la première explosion déchira la campagne belge gelée avec une force suffisante pour réveiller des soldats à 3 miles à la ronde. Puis la deuxième, puis la troisième. Quand la détonation en cascade cessa, 12 chars Panzer allemands avaient été détruits et l'obscurité précédant l'aube brillait en orange sous le carburant et les munitions en feu. Klaus mourut instantanément lorsque son char de commandement actionna une tellermine. L'explosion traversa la faible blindaille ventrale et enflamma les réservoirs en une fraction de seconde. Il ne sut jamais qu'il avait été trompé. Il ne sut jamais que les ordres venèrent d'un trou de renard américain et non du haut commandement allemand. Dans son dernier instant, Klaus crut qu'il exécutait une manœuvre tactique légitime pour éviter une embuscade qui n'existait pas. 23 autres membres d'équipage périrent dans les 30 premières secondes. D'autres moururent dans les heures suivantes, alors que l'artillerie américaine, alertée par les explosions, pilonnait la colonne prise au piège. À l'aube, le bataillon Eisenwehr avait été effectivement anéanti. Non pas par une tactique américaine supérieure ou une puissance de feu écrasante, mais par une voix qui les avait convaincus que la sécurité se trouvait dans la direction qui garantissait leur annihilation. À 2 miles à l'ouest, 300 soldats américains se réveillèrent au bruit d'explosions lointaines. Ils saisirent leurs armes, prirent leur position, se préparèrent à une attaque qui ne vint jamais. Quand les unités de reconnaissance enquêtèrent à la première lueur, elles trouvèrent l'épave en flammes d'une colonne blindée allemande, dans un secteur
où aucune manœuvre n'avait été prévue ni autorisée. Les rapports de renseignement qui suivirent furent confus contradictoires. Des chars allemands détruits dans des champs de mines américains qu'ils auraient dû connaître et éviter. Aucune trace de forces américaines dans la zone. Les Allemands s'étaient simplement engagés dans une mort certaine, comme s'ils avaient suivi des ordres pour le faire. Certains analystes évoquèrent un dysfonctionnement radio. D'autres proposèrent que le commandant allemand avait subi une défaillance mentale. La véritable explication n'apparut jamais dans les documents officiels. Eddie resta assis dans son trou de renard et écouta les explosions résonner à travers le paysage gelé. Il ne ressentit ni soulagement, ni fierté. Il sentit le poids de son acte s'installer dans ses os comme le froid belge. Il avait sauvé 300 vies américaines en prenant des vies allemandes. Les mathématiques étaient simples. La morale, non. 3 heures après l'aube, le capitaine Morrison réapparut au bord du trou de renard d'Eddie. Il n'était pas accompagné de MP cette fois. Il était seul tenant le carnet qu'on avait confisqué à Eddie. Le visage du capitaine resta impénétrable, tandis qu'il descendait dans le trou et s'assit en silence en face d'Eddie. Enfin, Morrison parla. Le renseignement a trouvé quelque chose d'intéressant ce matin. Une colonne Panzer allemande, détruite exactement là où tes notes indiquaient qu'elle serait. Sauf qu'elle n'était pas censée être là. Elle était censée attaquer le dépôt de carburant. Eddie ne dit rien. La radio allemande que nous t'avons confisquée manque à l'inventaire de la tente du contre-espionnage, disparue aux alentours de 01h30. Morrison fit une pause. « Tu n'en saurais rien, n'est-ce pas, caporal ?» Eddie rencontra le regard de Morrison. « Non, monsieur. » Morrison l'étudia longuement, puis baissa les yeux sur le carnet. Ces notes, ce renseignement ont sauvé des vies, beaucoup de vies. Il posa le carnet sur la terre entre eux. Mais ce que tu as fait, si tu l'as fait, était complètement non autorisé. Usurper le commandement ennemi est une infraction grave. Si les Allemands avaient détecté la supercherie, ils auraient pu trianguler ta position. Tu serais mort. Quiconque près de toi aussi. Oui, monsieur. Tu t'es mis, et potentiellement d'autres, en danger pour une opération sans supervision, sans relais, sans autorisation, de quiconque ayant le pouvoir de l'autoriser. La mâchoire de Morrison se contracta. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de l'irresponsabilité. Eddie acquiesça lentement. Vous avez raison, monsieur. Morrison se leva, secouant la poussière de son uniforme. Je rédige un rapport indiquant que la colonne allemande a probablement été trompée par des opérations psychologiques alliées. Je recommande de t'accorder une reconnaissance pour ta collecte de renseignements. Il marqua une nouvelle pause au bord du trou. Je te transfère aussi dans une unité transmission au Luxembourg, avec effet immédiat. Je ne veux rien savoir de ce que tu as fait, ou non la nuit dernière, mais je ne veux plus te voir près d'un équipement radio ennemi. Compris. Oui, monsieur. Morrison remonta hors du trou, puis se retourna une dernière fois. Voss. Ces 300 hommes qui se sont réveillés vivants ce matin, ils ne connaîtront jamais ton nom. Il n'y aura ni médaille, ni parade. Cela ne figurera jamais dans aucune histoire officielle. Peux-tu vivre avec ça? Eddie pensa à Klaus, à sa voix rauque de fumeur qu'il n'entendrait plus jamais. Il pensa aux hommes morts en croyant suivre les ordres de leur commandant. « Je peux vivre avec ça, monsieur. » Morrison hocha la tête une fois et disparut dans la lumière du matin. Eddie Voss passa le reste de la guerre au Luxembourg, loin des lignes de front, à entretenir le matériel de communication et à former de nouveaux opérateurs radio. Il ne parla jamais à personne de ce qui s'était passé dans ce trou de renard belge. Après la guerre, il retourna à Milwaukee, se maria, éleva 3 enfants et travailla pour la compagnie de téléphone jusqu'à sa retraite. Il mourut en 1987 à l'âge de 64 ans.
Au cours des décennies suivantes, les historiens militaires mentionnèrent parfois l'étrange destin du bataillon Eisenfaust-Vier. Certains y virent une opération de guerre psychologique. D'autres rejetèrent l'hypothèse, parlant plutôt de chaos et de coïncidence en temps de guerre. La vérité resta enfouie dans un trou de renard, gelée dans une voix qui avait parlé un allemand parfait, au milieu des interférences des ordres venus de nulle part et qui avait sauvé tout le monde. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits méconnus des héros invisibles de la Seconde Guerre mondiale. Car parfois, les batailles les plus importantes ne se gagnent pas avec des armes, mais avec le courage de briser toutes les règles quand des vies en dépendent. Eddie Voss n'avait jamais tiré un seul coup de feu au combat. Mais par une nuit glaciale de décembre, il mena la bataille la plus importante de sa vie, armé seulement d'une radio capturée, de 4 jours d'observation et de la volonté de devenir l'ennemi juste assez longtemps pour sauver ses camarades. En fin de compte, la guerre n'est pas toujours gagnée par ceux qui obéissent aux ordres. Parfois, elle l'est par ceux qui comprennent quand il faut les enfreindre.